Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, dans le podcast, nous allons parler émotions fortes. Alors, vous les connaissez, la joie, la colère, la peur, la tristesse ou encore le dégoût. Nous passons tous chaque jour par plusieurs états émotionnels dans notre vie personnelle comme professionnelle et on le sait maintenant, les émotions sont hyper importantes. Il faut les écouter car elles sont là pour nous donner des informations. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous renvoie aussi à l'épisode numéro 71 sur l'intelligence émotionnelle avec Amélie Motte qui en parle très très bien. Et donc, il se trouve que sur ce sujet des émotions, il y a certaines personnes qui éprouvent ces émotions plus fortement que d'autres. On les appelle les hypersensibles. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter mon invitée, Fanny Marais. Bonjour Fanny. Bonjour Julie. Merci d'être avec moi dans cet épisode. Alors Fanny, vous êtes aujourd'hui coach et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des hauts potentiels et des personnes hypersensibles. Vous animez également le podcast Ma Résolution Coaching, un podcast autour du coaching pour les personnes qui souhaitent faire évoluer leur façon d'être à soi, aux autres. Et puis vous abordez bien évidemment ces questions de haut potentiel et d'hypersensibilité. Je partagerai le lien en détail de ce podcast. Et vous co-dirigez aussi l'Observatoire de la sensibilité qui travaille à comprendre ce qu'est la haute sensibilité. Et enfin, vous êtes auteur du livre Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail qu'on peut retrouver aux éditions Vibert. Alors, merci beaucoup Fanny d'être avec moi sur ce podcast. Et donc, évidemment, on va parler ensemble de ce sujet de l'hypersensibilité. D'ailleurs, il me semble que vous préférez davantage utiliser le terme sensibilité élevée et vous allez nous en parler. Et on va voir comment tout ça s'intègre notamment dans le contexte professionnel. Alors, pour commencer, Fanny, peut-être est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est l'hypersensibilité ou peut-être plutôt la sensibilité élevée? Oui, merci Julie de préciser ce point de langage parce qu'en fait, on a coutume de parler d'hypersensibilité, mais il se trouve que le préfixe hyper peut avoir une connotation négative. C'est la traduction en fait des ouvrages et notamment du livre d'Hélène Aron où elle utilise le terme anglo-saxon de highly sensitive. Et donc, la traduction a été faite vers l'hypersensibilité. Mais il se trouve que parfois, la connotation négative de ce terme peut justement poser des problèmes de définition et surtout d'interprétation de ce qu'est cette sensibilité élevée. C'est pourquoi, avec Saverion Tomasella notamment, qui m'a demandé de co-diriger l'Observatoire de la sensibilité avec Élodie Crépel, nous avons décidé d'essayer d'œuvrer dans le sens de cette sensibilité élevée ou haute sensibilité, puisque finalement, être hypersensible, si je reprends le terme, ne signifie rien de plus que d'être très sensible, d'avoir une sensibilité différentielle.
Alors, vous parliez en introduction de l'intensité émotionnelle, qui est une caractéristique de cette sensibilité élevée, mais il ne faut pas oublier aussi la charge sensorielle. En effet, les personnes hautement sensibles sont souvent très sensibles à leurs cinq sens. Et donc, on va parler dans ces cas-là d'hyperesthésie. Certaines personnes vont être sensibles de plusieurs sens, voire de tous, mais c'est vrai que la plupart du temps, on dit qu'il y a deux ou trois sens, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, etc., qui sont très développés chez ces personnes-là. Et puis, ce que l'on peut rajouter aussi, parce que c'est une conséquence finalement de ces surstimulations reçues en externe par les personnes hautement sensibles, c'est qu'elles ont aussi des surstimulations internes et donc forcément des pensées en ébullition. C'est super intéressant et effectivement quand vous en parlez, le fait de dire hypersensible, ça connote effectivement ce petit quelque chose de c'est trop en fait. On est sensible mais de trop et donc ça pourrait effectivement être interprété comme quelque chose de négatif. Donc c'est vrai que le sensibilité élevée, ça me parle bien. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de tout ce sujet-là, à voir comment en tant que bon hypersensible, si vous me permettez quand même de continuer un petit peu à utiliser ce terme, on peut bien vivre le travail. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes intéressé à cette thématique. Est-ce que vous êtes vous-même en sensibilité élevée? Alors, c'est une très bonne question. Il est vrai que c'est assez rare que je parle de moi, mais en effet, pour expliquer pourquoi je suis arrivée à ce sujet, je peux faire un petit détour sur le fait que j'ai été, moi, salariée pendant 12 ans dans des grands groupes. Et puis, quand j'ai décidé de quitter la dernière société dans laquelle je travaillais en 2017, c'est au cours d'un coaching que pour la première fois, on m'a parlé d'hypersensibilité. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Et la première fois où on en a parlé, j'ai entendu le terme, je n'ai pas forcément saisi ce que cela recouvrait, mais j'étais curieuse d'entendre ce que la coach en question, Emmanuel, si tu m'entends, avait à dire à ce sujet. Et donc, je me suis passionnée pour le sujet. Et c'est tout naturellement que j'ai eu envie d'axer ma pratique de coaching une fois que je me suis formée autour de la thématique du travail, parce que disons que c'est un sujet que j'ai bien connu et surtout c'est un sujet qui me passionne dans le sens où je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour de cette sensibilité dans le monde du travail. Et alors justement, dans le monde du travail, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à savoir quel est le quota d'hypersensibles qui travaillent et est-ce que ils sont plus malmenés que les autres? Est-ce que du coup, c'est plus compliqué de travailler quand on est un hypersensible? Alors, c'est une bonne question. Si on part du principe que dans la population générale, là encore, si on écoute Hélène Aron, il y a à peu près 30% de personnes qui seraient hautement sensibles. On peut considérer que c'est à peu près le même pourcentage dans le monde du travail. Les difficultés majeures vont être liées aux trois grandes parties que j'énumérais dans la définition de la sensibilité élevée. Au premier chef, cette sensorialité qui fait que parfois, en effet, dans certains environnements de travail, il va être compliqué pour une personne hautement sensible de travailler, notamment à cause du bruit. Mais il y a aussi tout ce que vous avez cité en introduction autour de la charge émotionnelle. Parce que, en effet, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire pendant des années, les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise, hein. On ne dépose pas sa tête le matin pleine d'émotions pour la récupérer le soir. Donc, évidemment, on ressent des émotions toute la journée au travail, que ce soit de la satisfaction, de la frustration. Et on a besoin, que l'on soit manager ou collaborateur, de pouvoir partager. Et puis, pour la partager, il faut comprendre cette émotion. Et donc, ça peut être un challenge parfois quand ces émotions sont très intenses.
Hmm. Alors, j'imagine qu'en plus, avec toute la crise sanitaire qu'on a vécue, ça a dû être une période particulièrement compliquée pour les hypersensibles. Alors, comme je le disais en introduction, je parlais d'intelligence émotionnelle et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus et comme vous le mentionnez, effectivement, les émotions ont aussi leur place en entreprise. Mais alors, comment est-ce qu'il y a des façons particulières de composer avec cette hypersensibilité, notamment au niveau managérial? Il y a beaucoup de sensibilisation, j'imagine, qui est nécessaire. Oui, alors, je reprends peut-être votre premier point sur le confinement, la Mm. crise sanitaire que l'on a traversée. Pour répondre à votre question, c'est à la fois oui et non. C'est-à-dire que le télétravail a finalement permis à certaines personnes hautement sensibles, et parmi elles, surtout les personnes introverties, de pouvoir reposer, entre guillemets, toutes ces stimulations. Le télétravail, finalement, a été plutôt bien vécu par la plupart des personnes hautement sensibles. Parce que justement, en étant chez soi, on pouvait davantage contrôler ce qui était de l'ordre des stimulations que l'on peut avoir, par exemple, dans un open space. Je Mm. prends l'exemple d'une personne qui arrive au travail le matin, qui sait qu'elle doit faire une, deux, trois tâches et qui commence par être dérangée, entre guillemets, si elle est manager, par exemple, par certains membres de son équipe qui ont besoin de lui poser des questions. Elle va s'interrompre et puis finalement, les stimulations vont s'enchaîner. Et pour elle, au bout d'un moment, il peut y avoir une saturation, une envie de dire stop, j'ai besoin de travailler. Donc, je vous propose que l'on se reparle plus tard. Ce matin, je travaille sur tel sujet et je vais prendre des créneaux avec vous dans l'après-midi pour que l'on puisse échanger. Finalement, Il y a une écoute de soi, en fait, qui est très, très importante et de savoir poser le cadre aussi avec les personnes qui nous entourent, finalement. oui, et ça me permet, ce que vous dites là à l'instant, de faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire cette idée, cette notion d'intelligence émotionnelle. Moi, je travaille dessus auprès des entreprises, je suis certifiée EQI, EQI signifiant Emotional Quotient Inventory, donc c'est vraiment un inventaire d'intelligence émotionnelle, entre guillemets. Et dans cette définition de l'intelligence émotionnelle, il y a en tout premier la conscience de soi, la perception de soi au niveau émotionnel. Et comme vous dites, même si ça peut paraître la tarte à la crème, il faut déjà avoir conscience des émotions qui nous traversent pour Mm. pouvoir ensuite s'appuyer dessus et les communiquer à autrui si nécessaire, pour être finalement en relation avec nos collaborateurs si on est manager ou nos collègues si on est collaborateur de façon authentique et donc arriver peut-être à mieux gérer la notion de stress et de prise de décision au travail. Est-ce qu'il y a il y a des tests à faire pour savoir si on est ou pas hypersensible? Il y a des diagnostics? Alors c'est tout le sujet. Ouais. On ne parle pas de diagnostic parce que sinon on pourrait croire qu'il y a une sorte de pathologie cachée derrière la Oui. sensibilité élevée. Et puis tout mon intérêt était justement de valoriser cette sensibilité élevée et notamment au travail à travers le livre que j'ai écrit. Donc on parle plutôt d'identification. Et pour identifier cette haute sensibilité, il y a en effet un questionnaire qui existe sur le site d'Hélène Aron que vous trouverez facilement. Il y a aussi un questionnaire que Saverio Tomasella, qui est la personne qui a le plus œuvré et écrit sur le sujet en France, Mhm. qui est disponible aussi et que nous avons mis en ligne sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. C'est www.lasensibilité.com. Ok. Et puis, nous organisons avec Saverio Tomasella et Elodie Crépel des formations destinées aux professionnels de l'accompagnement, au cours desquelles nous avons proposé, nous continuons de proposer d'ailleurs jusqu'à fin de cette année, des tests d'identification. Elodie le fait pour la partie famille-enfant, je le fais pour le travail et Saverio revient sur la définition même, si vous voulez, de cette sensibilité élevée, qu'il a parfois appelée ultrasensibilité, pour de nouveau valoriser cette sensibilité.
quand je vous entends parler de tout ça, je me reconnais beaucoup. Du coup, je suis en train de me demander si peut-être je n'aurais pas une sensibilité élevée. Alors, notamment, moi je sais que dans les entreprises, ce qui m'affectait beaucoup, c'était le bruit. Et je suis très, très, très sensible au bruit. Et je sais que j'avais beaucoup de mal à l'exprimer et à faire comprendre aux autres ce que je vivais par rapport à cette sensation de bruit hyper fort, le moindre rien arrivait à me déconcentrer. Et puis, c'était même parfois source, pas de dispute, mais bon, là, il pouvait y avoir des tensions par rapport à ça parce que j'estimais que pour moi, il y avait aussi un manque de respect par rapport à ça, de pas être sensible à ma sensibilité. Et du coup, ça peut quand même créer des conflits en entreprise. Comment on peut arriver à faire comprendre aux autres qu'il y a des choses qui nous touchent plus que les autres? C'est une excellente question. En effet, il est important, je pense, de partir du point que les autres ne ressentent pas forcément les choses comme nous. Alors là, vous parliez des bruits. Je vous assure que ça peut paraître aberrant pour quelqu'un qui n'a pas cette hyperesthésie que l'on soit sensible à tant de bruit, que cela puisse poser tant de problèmes. Et donc, de même que nous avons besoin de voir notre sensibilité reconnue, il est important d'entendre que pour eux, ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc déjà, on est en train de construire une espèce de chemin sur lequel on peut se retrouver au milieu. Et ensuite, la question de traduire cette sensibilité élevée, que cela soit les bruits ou autre chose, moi, je conseille toujours de le contextualiser et de le verbaliser sans être obligé de passer forcément par l'appellation d'hypersensibilité parce qu'elle est connue ou de sensibilité élevée. On peut aussi dire qu'on est très sensible au bruit. Tout simplement. Cela permet d'expliquer les choses et de dire finalement que quand, par exemple, votre cobureau, si vous êtes dans un bureau partagé, parle très fort au téléphone, cela vous empêche de vous concentrer. Et donc, vous pouvez, dans ce cas-là, faire de la communication émotionnelle avec elle, ce qui fait partie de cette intelligence émotionnelle, et donc de lui dire, est-ce que tu penses que tu pourrais parler moins fort quand tu es au téléphone? Ou dans ces cas-là, si vous avez du mal à aller jusque-là, de lui dire que vous allez vous autoriser à vous isoler dans une salle si elle a beaucoup de coups de fil à donner, ou alors qu'elle s'isole dans une salle. Vous voyez, l'essentiel, c'est de verbaliser les choses et d'essayer de trouver finalement un compromis pour que votre cobureau ne soit pas vexé de ce que vous avez à lui dire et que vous ne soyez pas obligé d'oublier vos besoins. Et là, en l'occurrence, c'est un besoin de calme. Je pense que ça parlera beaucoup certainement à ceux qui nous écoutent. Et c'est vrai qu'en qualité de vie au travail, on parle beaucoup de comment chasser les irritants finalement au quotidien et comment on peut arriver à trouver des solutions ensemble pour faire en sorte que l'environnement de travail, et notamment effectivement dans des espaces qui sont partagés, soit plus facile à vivre pour chacun en tenant compte des besoins de chacun. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez aussi des introvertis qui avaient finalement avaient plutôt bien vécu le confinement puisque finalement ils étaient plus tranquilles dans leur environnement de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les espaces de travail, il y a de plus en plus de réflexions à comment on réorganise les espaces en tenant compte des personnalités et du fait que des personnes soient plus extraverties ou plus introverties. Et dans le positionnement des bureaux, etc., c'est des critères aujourd'hui qui sont à prendre en compte pour finalement permettre à chacun de faire son travail dans de bonnes conditions. Donc ça fait pas mal écho à ce que vous dites. Alors j'ai une question de genre qui va peut-être être un peu clivante, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont hypersensibles. Alors j'imagine que je me trompe et qu'il faut pas faire de généralité, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Alors, les études nous montrent que finalement, il y a autant d'hommes que de femmes. Ouais. Mais comme vous le dites très bien, c'est une question qui peut paraître sensible à certains égards parce que, disons que c'est la conséquence parfois d'une éducation genrée que nous avons reçue depuis des années, où finalement, quand on est un garçon, on ne pleure pas. Et quand on est une fille, on est très gentil et très poli. Et donc, tout cela a eu pour conséquence de considérer que c'était de la sensibilité ou de l'intuition féminine.
alors qu'en fait, il n'en est rien. Heureusement, les choses bougent un petit peu aujourd'hui avec une éducation notamment différente que l'on donne aux petits garçons. Je le constate aussi sur les réseaux sociaux où sur Instagram, par exemple, il y a des hommes qui me suivent et qui échangent avec moi. Il y a même des hommes plus âgés, donc qui font partie de ces générations où malgré tout on avait une éducation différente. Et donc c'est vrai que ça redonne de l'espoir. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que tout part de là. C'est-à-dire que finalement, d'avoir dit aux hommes qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait être dur, j'en parlais encore pas plus tard qu'hier avec une amie DRH, euh, où en fait, on continue de faire croire au travail que, il faut être un manager costaud, qui serre la bride, qui ne montre pas ses émotions, qui ne partage pas ses vulnérabilités pour que justement il soit exemplaire. Et ça, je l'entends beaucoup aussi quand je fais des coachings en entreprise auprès des hommes, c'est qu'il y a une croyance qui est que si on est dur, ça va bien se passer. Or, qu'est-ce qui se passe en fait la plupart du temps? Les hommes se rendent compte au bout d'un moment que plus on est dur, plus on est vu comme quelqu'un de non empathique, moins il y a de réciprocité dans la relation avec les collaborateurs et moins les collaborateurs vous sont loyaux. Donc Absolument. finalement, l'objectif recherché n'est absolument pas atteint. Effectivement, au niveau managérial et les dirigeants, au plus finalement on est capable de montrer ses émotions et donc sa vulnérabilité, et plus finalement les collaborateurs vont aussi avoir confiance au top management. Donc c'est un sujet aussi hyper intéressant. Et sur par rapport à la sensibilité des hommes, j'aimerais rebondir là-dessus. Alors j'ai pas vu la pièce de théâtre en question, mais je sais que Maurice Barthélémy, un comédien de la bande des Robins des Bois que vous connaissez sûrement, pour ceux qui nous écoutent, a fait une pièce de théâtre sur Paris qui se joue encore, il me semble, qui s'appelle Fort comme un hypersensible, où il témoigne justement de ce sujet. Et d'ailleurs, il me semble que vous l'avez aussi interviewé sur votre podcast Ma Résolution Coaching. Oui, tout à fait. Maurice, je l'avais interviewé parce que je voulais le citer dans mon livre. Et donc, je lui avais écrit l'été 2020 et il m'avait répondu en me disant que lui aussi avait un livre qui sortait début 2021. Donc, de là, je lui ai proposé de l'interviewer dans mon podcast. Et puis, je suis allée voir sa pièce, en effet, il y a peu de temps. Il m'a même fait intervenir à la fin. Ça, Ah, c'était pas super. prévu. Mais sa pièce est très intéressante parce que elle permet de faire accéder le grand public à ce thème parce que on a un biais, c'est-à-dire que nous, quand on travaille sur ce sujet, on a l'impression que tout le monde en parle, alors que quand je vous parle de vulnérabilité au travail, je pense que pour certains, mon discours est encore complètement lunaire. Hmm. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de prendre notre bâton de pèlerin pour essayer de démontrer toute la force de cette sensibilité au travail, que l'on soit manager ou collaborateur, mais cela va prendre du temps encore pour modifier les mentalités par rapport à ce sujet. Et donc, le spectacle de Maurice contribue à ce titre je dirais, rendre accessible cette idée d'une sensibilité élevée. Oui, donc ceux qui nous écoutent, si vous êtes sur Paris ou passez sur Paris, il me semble que la pièce est encore au théâtre actuellement. Et Fanny, j'aurais une petite question aussi sur les HPI, donc qui est un sujet aussi que vous étudiez. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce qu'est le haut potentiel, et est-ce que quand on a cette sensibilité élevée, on est nécessairement au potentiel ou pas vraiment? Oui, c'est important de définir les différences. On peut être hypersensible et au potentiel, mais ce n'est absolument pas systématique. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2,3% de la population, selon le test Weiss, qui est au potentiel. Or, je vous disais précédemment qu'il y a à peu près 30% de la population qui serait hautement sensible. Donc, vous voyez qu'il y a forcément un écart. Disons que les personnes à haut potentiel euh, peuvent avoir cette sensibilité exacerbée. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qui peut leur poser des difficultés. Mais ce n'est pas systématique non plus. C'est-à-dire qu'il y a des hauts potentiels qui, parfois, ont mis un peu ce côté sensible d'eux sous le tapis.
et qui donc vont avancer dans la vie sans trop s'attarder sur cette partie d'eux. Le haut potentiel, la différence avec l'hypersensibilité, c'est que là, on est sur une notion, si vous voulez, de vitesse de traitement de l'information qui est autre, hein. Et là, ça se démontre au niveau cérébral. Il y a une vitesse de traitement qui est accélérée. Et donc, on va se parler d'un potentiel intellectuel de développement. On n'est pas forcément sur une notion d'intelligence, hein. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel qui est là en jachère et qui va être ou non développé. D'accord, ok. Bon, c'était intéressant en tout cas de le mentionner parce que parfois on a tendance à faire des raccourcis, voilà, un petit peu rapides et donc il y a quand même une distinction à avoir. J'aimerais alors comme vous le savez, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer, qui est un métier, voire une posture à laquelle je tiens beaucoup puisqu'il me semble essentiel et surtout actuellement d'avoir un référent sur le sujet de la qualité de vie au travail pour prendre soin des collaborateurs et d'ailleurs pour travailler notamment sur ces sujets de sensibilité élevée et peut-être éveiller les collaborateurs au fait que ça existe et qu'on peut apprendre à alors j'ai envie de dire à le gérer, mais plutôt à composer avec. Et j'aimerais, Fanny, avoir votre définition pour vous de la qualité de vie au travail. C'est quoi? Ce serait quoi votre définition d'une bonne qualité de vie au travail aujourd'hui? Alors, moi, j'ai tendance à la prendre au niveau individuel, hein. C'est-à-dire que, selon moi, ce serait intéressant que chacun s'interroge sur qu'est-ce qui constitue sa qualité de vie au travail et du coup, quels sont les points non négociables auxquels il doit réfléchir. J'ai tendance à parler d'environnement de travail, on en a parlé au tout début, mais aussi de relations interpersonnelles, on en a parlé quand on discutait de l'intelligence émotionnelle. Ça va être intéressant aussi que chacun s'interroge sur l'industrie, sur laquelle il est prêt ou non à travailler en fonction de ses valeurs, et puis bien sûr sur le contenu de son poste. Donc finalement, tout ça mis dans le shaker, on peut se dire qu'une qualité de vie au travail va dépendre à la fois des relations interpersonnelles, mais aussi de la structure et de l'organisation de travail. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, vous avez l'impression que ça évolue positivement, cette prise en compte des personnes qui ont plus d'empathie que les autres, une sensibilité plus développée? Est-ce que ça évolue davantage? Alors, je pense que ça dépend vraiment des structures pour le coup. Je ne crois pas qu'il y ait une ligne de démarcation entre les grands groupes et les startups, par exemple. On a tendance à croire que la qualité de vie au travail serait toujours meilleure dans une startup. Elle peut bien sûr l'être, hein, mais on sait aussi qu'il peut y avoir de la toxicité dans certaines structures de start-up. Pourquoi? Parce que parfois le côté ressources humaines est mis de côté au tout début et que finalement on s'interroge sur ce point que plus tard. À l'inverse, dans des grands groupes, à l'intérieur des grands groupes, il peut y avoir des business units dans lesquels l'ambiance de travail est bonne et où on peut se développer quand on est une personne hautement sensible. Donc, ce qui va être important finalement, c'est au cas par cas de regarder. Alors, soit on est déjà en poste et on sent qu'il y a des choses qui vont pas très droit. Et donc là, il faut s'interroger sur est-ce que finalement mes besoins sont respectés ou est-ce que j'ai besoin de changer. Et puis, si je suis en train de changer, alors là, il va vraiment falloir être très attentive à ses intuitions au moment des entretiens, par exemple, pour essayer de capter les signaux faibles et de comprendre finalement qui est la personne que j'ai en face de moi qui risque d'être mon manager et quelle est l'ambiance dans les bureaux quand je passe entre les différentes salles. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui se dégage ou non? Et puis bien sûr, on peut poser énormément de questions pour essayer de clarifier finalement comment le job que l'on nous propose s'interface avec le reste. Quand je vous entends parler, j'ai vraiment l'impression que finalement, la sensibilité élevée, c'est un espèce de super pouvoir. Est-ce qu'on pourrait pas dire que être hypersensible, c'est finalement un atout au travail? Complètement, c'était l'idée du livre aussi, hein. Et c'est l'idée de l'Observatoire de la sensibilité, c'est de réhabiliter cette notion de sensibilité élevée en faisant entendre que
au-delà du grand 8 émotionnel et des problèmes d'hyperesthésie que l'on peut rencontrer, il y a aussi une extrême créativité de la part de ces personnes. Quand je parle de créativité, je ne parle pas forcément de créativité artistique, je parle d'une façon différente de voir les choses et de réfléchir. Et donc, ce sont des personnes qui, par exemple, dans des métiers d'innovation, de recherche et développement, vont être très appréciées. Il y a l'empathie dont vous parliez précédemment, qui fait d'eux finalement des membres d'une équipe hyper inclusif. Ce sont bien souvent des personnes qui accueillent les nouveaux venus, qui vont leur montrer le chemin je dirais, de la découverte de l'entreprise. Donc cette empathie permet aussi d'être des managers tout à fait bienveillants. Donc, ce sont des points qui sont non négligeables au sein d'une équipe. Donc, il est important pour les recruteurs et pour les managers d'entendre toutes les qualités positives de ces personnes-là. Et vous disiez précédemment, c'est important je dirais, de véhiculer cette bonne parole auprès des entreprises. Ça bouge, mais il y a encore des choses à faire dans ce sens. Et d'ailleurs, votre livre, il contribue fortement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc, je rappelle, il s'appelle Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. D'ailleurs, le terme singularité m'interpelle parce que au travail, souvent, ce qui nous rend malheureux, c'est justement de ne pas faire honneur à sa singularité et avoir tendance à se dire que il faut rentrer dans des moules pour être davantage apprécié. Mais non, au contraire, il faut vivre cette singularité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre? Oui, on a employé le terme de singularité parce qu'en effet, il me semble important de rappeler que ici, on se parle de sensibilité élevée, mais ça ne veut pas dire que ce sont des êtres supérieurs aux autres, hein. On a aussi la même difficulté avec le haut potentiel où on a l'impression qu'il y a une espèce de différence qui se crée. C'est simplement qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont attachés à ces particularités et qu'il est important de les définir parce qu'on se rend compte que malheureusement, il peut y avoir parfois de la souffrance de la part de ces personnes et notamment au travail. Vous disiez, le monde du travail peut être très normé et ça peut être une difficulté majeure pour des personnes qui ont plus de difficultés avec le fait de ne pas pouvoir justement penser, par exemple, en dehors des cases. Et donc, dans ce livre, on a décidé avec mon éditeur Hubert et Fabienne Broucaret, je crois que vous aviez reçu dans le podcast, qui était la directrice de collection, de garder le format habituel de la collection qui présente finalement au tout début la thématique. Donc, ça se divise en 10 chapitres et à chaque début de chapitre, on présente la thématique. Il y a une petite histoire qui raconte finalement ce qu'on va se dire dans cette thématique, qui illustre le sujet et au niveau du travail pour le coup, et un décryptage de cette histoire qui était en fait des témoignages que j'avais eus au cours de mes séances de coaching. Et ensuite, je livre dans chaque chapitre des clés pour essayer justement de s'acheminer vers l'aspect positif de nos différentes singularités. Donc, les différents chapitres tournent autour de la définition de notre relation au travail, la sensorialité, les émotions, l'empathie, l'intuition et les pensées en ébullition dont j'ai parlé, mais aussi du passage à l'action parce qu'on sait que la procrastination peut être un vrai souci pour ces personnes. Et puis, bien sûr, de l'estime de soi. Moi, je parle d'estime de soi parce qu'à partir du moment où on passe à l'action, finalement, indépendamment de l'inconnu et du risque que cela comporte, on nourrit notre estime de nous et donc la confiance en soi s'en voit renforcée. Donc, j'aime bien parler d'estime de soi. Et puis, je termine le livre avec les relations au travail dont j'ai parlé, qui est un sujet qu'il est important de clarifier quand on prend un poste, pour terminer sur finalement le fait de devenir l'artisan de sa vie professionnelle, parce que pour moi, la notion de responsabilité est très forte, notamment dans le coaching. Et là, c'est un livre d'auto-coaching, donc c'est important que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ses caractéristiques, qu'il en prenne conscience pour ensuite pouvoir les utiliser à bon escient dans sa vie professionnelle.
Oui, et vous faites bien d'en parler de cette notion de responsabilité parce qu'effectivement, on est souvent, on a tendance à penser que c'est à l'entreprise de mettre en place toutes les conditions pour que chacun se sente bien, mais il y a cette notion de responsabilité individuelle qui est hyper importante et c'est vrai que le terme que vous utilisez, devenir l'artisan de sa vie professionnelle, me parle beaucoup puisque je pense que ça commence d'abord par soi finalement et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la conscience de soi, prendre conscience de ce qu'on est au niveau émotionnel, de ses besoins, etc. Ça commence d'abord par là pour avoir finalement une vie professionnelle plus alignée. Oui, après, responsabilité ne veut pas dire culpabilité, parce Oui. que je sais qu'il y a des souffrances hein, en entreprise notamment. Mais c'est important en effet qu'à un instant T, si on sent qu'on éprouve des difficultés, qu'on puisse se poser la question de finalement qu'est-ce qui dysfonctionne, comment est-ce que moi je peux changer les choses à mon niveau, donc c'est tout l'objet de l'auto-coaching. Et puis si finalement, en faisant le bilan, je me rends compte qu'il y a trop de choses qui ne me conviennent pas, alors de réfléchir à comment je pourrais finalement vivre ma vie professionnelle autrement. Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de salariat, mais je parle aussi dans le livre beaucoup d'entrepreneuriat, parce qu'il est vrai que certaines personnes hautement sensibles se sentent plus à l'aise dans l'entrepreneuriat parce que justement, il y a le choix du cadre de travail, des relations de travail et de l'emploi du temps. Et en fait, je crois que c'est un point majeur, c'est le fait de pouvoir gérer sa relation au temps. C'est primordial pour ces personnes-là. Et donc, ça apporte un niveau de satisfaction globale très élevé au quotidien. Hmm. Merci beaucoup Fanny pour cet échange passionnant. J'ai peut-être une dernière question. À quoi, selon vous, ressemblerait un monde du travail idéal? Hmm. C'est une bonne question qui me laisse songeuse. J'ai besoin d'y réfléchir, de prendre quelques secondes de réflexion. Bien sûr. Peut-être je repars du terme idéal. C'est quelque chose qui est parfois risqué pour moi, de réfléchir en termes d'idéal. Je crois que ce qui est important, c'est de réfléchir à son idéal, puisque forcément, mon idéal ne sera pas le vôtre. Et je crois qu'on peut essayer de dire, au-delà d'idéal, ce qui serait le mieux, ce qui serait le plus confortable pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de points non négociables. Il y a peut-être des choses, finalement, sur lesquelles je vais pouvoir passer l'éponge. Parce que si on fait en sorte que ce soit idéal, moi j'entends derrière la notion de perfection. Or, les personnes hautement sensibles sont déjà très perfectionnistes et donc si on les amène vers cette notion d'idéal, je crois qu'on va les emmener dans un travers qu'elles connaissent bien. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est peut-être de réfléchir à ce qui va être le plus crucial pour chacun et ensuite de faire sa quête d'un travail autour de cela, plutôt que de définir un idéal qui pourrait être un peu géobloquant dans cette recherche d'une activité professionnelle épanouissante. Je partage totalement cette vision-là. Alors, merci en tout cas beaucoup, Fanny, pour nous avoir expliqué tout ça avec beaucoup de douceur et de clarté. Effectivement, c'est un sujet hautement important. Et pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai surtout envie de retenir que finalement, il faut faire honneur à ce super pouvoir qui est que d'avoir une sensibilité élevée. Donc, prenez-en conscience déjà, c'est pas rien. Et puis soyez-en fiers. Alors, si vous voulez continuer à écouter Fanny, moi, je vous conseille d'aller voir les épisodes qu'elle publie de temps en temps sur son podcast Solutions Coaching. Fanny, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que la sensibilité élevée, finalement, pénètre toutes les strates du monde du travail, ce qui signifiera que finalement, on a, nous, contribué, tel le colibri, à apporter notre petite pierre à l'édifice. Super, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et donc, je rappelle que vous pouvez retrouver le livre de Fanny aux éditions Vuibert et puis le site également de l'Observatoire de la sensibilité. Donc, c'est sensibilité.com, hein, c'est ça, Fanny? Tout à fait. Voilà, je mettrai de toute façon les liens en détail de ce podcast. Fanny, je vous dis encore un grand merci pour cet échange. J'espère que ça aura ouvert les chakras de ceux qui nous écoutent sur ce sujet de la sensibilité. Merci encore.
Merci beaucoup, Julie. Et puis pour ceux qui nous écoutent, un grand merci d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et restez à l'écoute de vos émotions. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.